Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans NTD le journal. Aujourd'hui, jeudi 28 juin, et voyons ensemble les grands titres de l'actualité chinoise. Un Taïwanais arrêté en Chine pour la défense de la liberté d'expression. Le régime chinois viole la Convention des Nations Unies contre la torture. Zhong Dingbang, un ingénieur taïwanais qui a effectué un voyage de 3 jours au sud de la Chine, risque aujourd'hui la prison et la torture. Son prétendu crime, vouloir briser la censure stricte qui contrôle la diffusion télévisuelle en Chine. Selon l'expert en question chinoise, Dr Li Tianxiao, dans un pays, l'État doit avant tout protéger les droits et les libertés des citoyens. Et quand le régime devient un appareil à détruire les gens, ceux-ci ont le droit de se soulever pour leurs droits fondamentaux conformément à l'esprit du constitutionnalisme occidental. Zhong Dingbang, un ingénieur de Taïwan, a été arrêté et détenu en Chine continentale pour s'être coordonné avec des pratiquants de Falun Gong locaux à diffuser sur le système câblé local des émissions au sujet de la persécution du Falun Gong. Ce type d'émission a été sévèrement censuré par le PCC afin d'influencer l'opinion publique pour qu'elle s'oppose aux pratiquants et à la pratique du Falun Gong. Zhong Dingbang, qui a effectué un rapide voyage de 3 jours à travers le détroit jusqu'au sud de la Chine, risque aujourd'hui une longue peine de prison, la torture et probablement la mort aux mains des fonctionnaires de la sécurité publique chinoise. Dr Li Tianxiao compare les droits des citoyens chinois sous le règne du PCC aux droits des citoyens américains comme formulés dans la Constitution américaine. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il est dit que quand un gouvernement soumet les gens à une dictature absolue, les gens ont le droit de renverser un tel gouvernement, à savoir lorsque le gouvernement prive les citoyens de leurs droits, réprime le peuple, persécute les gens, ceux-ci peuvent employer tous les moyens en leur pouvoir, y compris la possession d'armes, pour contraindre le gouvernement à faire marche arrière. Le droit de porter des armes à feu est l'objet de nombreux débats aux États-Unis. En 2008, la Cour suprême des États-Unis a encore une fois réaffirmé aux citoyens le droit de porter des armes afin de protéger leurs propres intérêts. Cela se conforme à l'esprit de la Constitution et protège les droits fondamentaux des citoyens. Par contraste, en Chine, le Comité des affaires politiques et légales contrôle tous les aspects de la sécurité publique ainsi que le système judiciaire. Il se place au-dessus de toutes les lois en Chine et a dépouillé les citoyens chinois de tous leurs droits stipulés dans la Constitution chinoise. Le Parti communiste chinois, en fait, contrôle toutes les ressources médiatiques. Il peut utiliser tous les médias pour répandre sa propagande. Il répand des rumeurs pour discréditer et même réprimer des individus ainsi que des groupes. Pour le PCC, la prétendue Constitution n'est qu'un morceau de papier. C'est un instrument de propagande pour tromper les Chinois. À ce moment précis, nous ne savons pas si M. Chang a introduit des programmes dans les signaux de télévision. Même si c'est vrai, c'est la chose juste à faire. Les médias devrait être un outil au service du public. C'est un espace pour exprimer ses propres opinions. La Constitution des États-Unis prévoit de limiter le pouvoir du gouvernement afin de protéger les droits et les libertés de son peuple. Selon Li Tianxiao, c'est un élément important pour la protection des libertés des citoyens et c'est le véritable esprit du constitutionnalisme. Nouvelle NTD. Le Parti communiste chinois accuse donc Zhong Dingbang d'avoir aidé les Chinois continentaux à pirater la télévision chinoise. Zhong Dingbang est actuellement sous enquête du département de la sécurité nationale pour une prétendue atteinte à la sécurité nationale. L'expert en question chinoise Wen Zhao souligne qu'en Chine, les informations étant strictement contrôlées par le PCC, le piratage audiovisuel prend le même caractère que les logiciels anti-pare-feu d'Internet. Il s'agit donc d'une action légitime et juste. Écoutons l'analyse de Wen Zhao. Le piratage audiovisuel est un choix passif. La condition prérequise est l'existence du blocus de l'information. Le PCC monopolise complètement les chaînes de télévision, les radios, contrôle les journaux et bloque l'Internet. Il a tout un système de filtrage d'informations et de blocage d'Internet. Cependant, la diffusion des informations fait partie intégrante de la liberté d'expression. Donc, que ce soit le piratage audiovisuel ou le développement des logiciels d'Internet pour briser le blocus, la nature de ces deux actions est la même. Elles ont pour objectif de permettre la libre circulation des informations. Dans l'environnement répressif qui existe en Chine, les autorités chinoises ont privé les pratiquants de Falun Gong et tous les moyens d'expression et de commentaires. Face à la violation des droits fondamentaux de l'homme, lutter contre le PCC en utilisant le piratage audiovisuel est naturellement légitime.
D'autre part, concernant les interférences malveillantes en violation de la réglementation de l'Union internationale des télécommunications, le PCC en pratique tous les jours depuis des décennies. Il a établi de nombreuses stations de radiodiffusion en ondes courtes dans le monde entier par lesquelles il diffuse des programmes de la radio du Comité central du peuple. Il interfère sur les fréquences de Voice of America, Radio Free Asia, ainsi que celles de Sound of Hope. Surtout en 2009, les signaux satellitaires de NTD sur l'Asie-Pacifique ont été bloqués par le PCC. NTD Asie-Pacifique, en tant qu'entité indépendante, s'est même vu privé du droit à diffuser la chaîne à l'intérieur du pays. Hier, nous vous avons rapporté l'histoire bouleversante de Feng Jianmei, une femme du Shanxi forcée à avorter à 7 mois de grossesse. Cette tragédie a provoqué une grande colère dans le public. Les autorités locales du canton de Zhenping, dans la province du Shanxi, ont déclaré que cette personne avait été entendue à propos de l'incident dans le cadre d'une enquête. La victime Feng Jianmei recevra quant à elle une indemnité. Au début du mois de juin, Feng Jianmei, de la province du Shanxi, a été forcée de subir un avortement à 7 mois de grossesse. Son histoire a depuis indigné les internautes chinois et suscité un tollé international. Aujourd'hui, Feng est toujours à l'hôpital. Les avocats affirment que les responsables devraient être entendus dans le cadre d'accusations criminelles. L'avocat de Beijing, Chang Kai, critique la façon dont les autorités du PCC ont traité l'affaire. Tout d'abord, la déclaration mentionne des sanctions administratives pour les responsables. Ce n'est pas suffisant. L'affaire doit faire l'objet d'une enquête pour responsabilité criminelle. Deuxièmement, on parle d'allocation pour couvrir leurs difficultés économiques. Cela ne devrait pas être appelé allocation, mais indemnité. Chang Zanning, professeur de droit à l'Université du Sud-Est de la Chine, dit que la décision des autorités locales de punir les cadres va entraver tout le processus juridique. Il affirme que les fonctionnaires du planning familial devraient plutôt être jugés pour activité criminelle. Pour le moment, l'état de droit dans notre pays n'existe pas. Il n'y a aucun état de droit dans l'environnement politique actuel. La demande de Chang Kai concernant l'indemnité ne sera pas honorée parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un ou deux bébés tués, mais de centaines de millions. Chang Kai confie qu'il s'est rendu à Shanxi afin d'offrir ses services à Feng et à sa famille. Ils ont tout d'abord refusé, mais plus tard, des articles ont révélé que le mari de Feng, Deng Xiyuan, a tenté de partir pour Beijing afin de le rencontrer. Deng en a apparemment été empêché suite au harcèlement intensifié de la part des fonctionnaires locaux et de leurs complices. Sa sœur a dit aux journalistes qu'il avait même été frappé. Je n'ai pas réussi à les contacter, je n'ai pas eu l'autorisation. NTD a essayé à plusieurs reprises de contacter Deng Xiyuan, qui a disparu dimanche et qui a dû probablement se cacher. Nouvelle NTD. Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. La torture est un crime sous la loi internationale. La Convention des Nations Unies contre la torture a pris effet le 26 juin 1987. Les Nations Unies ont fait du 26 juin la journée internationale en soutien aux victimes de la torture. Le même jour, les Nations Unies ont demandé à tous les gouvernements d'assurer le droit d'appel des victimes. La Chine a signé la Convention en 1986 et l'a ratifiée en 1988. Mais la torture n'en est pas moins un lieu commun en Chine et est extrêmement sévère. Les médias du continent n'ont jamais couvert cette question, alors les victimes insistent pour dénoncer la torture, pointant du doigt la violation de la Convention des Nations Unies contre la torture par le régime chinois. Le 26 juin est la journée internationale en soutien aux victimes de la torture. Les Nations Unies ont déclaré que la torture est un crime sous la Convention des Nations Unies contre la torture. Selon tous les dispositifs compétents, la torture est absolument interdite et ne peut être justifiée sous aucune circonstance. Cela engage par conséquent chaque membre de la communauté internationale. Celui qui recourt fréquemment ou largement à la torture commet des crimes contre l'humanité. L'administration centrale tibétaine à Dharamsala en Inde et un groupe d'anciens prisonniers politiques tibétains ont organisé des événements commémoratifs le 26 juin. Ils ont exposé des photos, donné des discours et présenté des scènes de la vie des Tibétains en Chine, en particulier les tortures infligées aux prisonniers politiques. Liu Xiaoyan, avocat des droits de l'homme en Chine, a déclaré sur son blog « Les médias en Chine n'ayant jamais couvert cette question, la Chine est à peine au courant de la journée internationale au soutien aux victimes de la torture ».
L'activiste de Pékin, Hu Jia, a dit à NTD que le régime chinois se garderait bien de faire la promotion d'un tel jour. Ce sont les impitoyables responsables du Parti communiste chinois qui pratiquent la torture en Chine, et tout spécialement le Comité des affaires politiques et légales. Des sources ont révélé que Cao Xunli, une avocate chinoise, a été persécutée pour avoir défendu les pétitionnaires en Chine. Le 10 avril 2009, elle a été emprisonnée pour 1 an sous le crime d'endommager les biens publics. Le 11 avril 2010, soit 10 jours après sa libération, elle a été détenue pendant 10 jours suite à l'enregistrement d'une identification au poste de police. Elle a été condamnée par la suite à 15 mois d'emprisonnement. 23个月，我觉着酷刑挺普遍的，这是第一个。第二个呢，就承受酷刑的人呢，都是些默默无闻的人，他们没有机会和能力揭露自己的经历。我认识的上访的几乎都被关过小号。2年前的今天，我刚才想了想，我正在劳教所承受酷刑呢，因为我不遵守他们的制度，他们5天没给我饭吃，最后又给我逼死了3天。 Le célèbre activiste des droits de l'homme Hu Jia a incité les victimes de la torture, telles que les pétitionnaires, les activistes et les avocats des droits de l'homme, à révéler ouvertement leurs expériences, soulignant directement que le PCC va à l'encontre de la Convention des Nations Unies contre la torture. Hu Jia s'est aussi souvenu de ceux qui torturaient les pratiquants de Falun Gong. 这种见证人他跟我说过，这种剥夺睡眠的时间啊，或者是殴打啊，这种问题的时候，的的确确是存在，而且已经相当长的时间了。就是说我在被判刑从家接往监狱的过程中，囚车上一共3个人，都是政治犯，其中有一个70岁的老人叫翟广才，他就是法轮功的，他3年的有期徒刑。 被押解往前进监狱，北京市监狱管理局清河分区的前进监狱有专门的法轮功监区。 Hu Jia pense que la torture est facilement utilisée par un régime sans aucune contrainte. L'avocat de Pékin, Mu Jiyuan, a exprimé n'avoir aucun choix sous le système du PCC. 法律也只能是一种工具，维护组织者利益的工具，只能为他的利益服务，是不是？他不是为了维权了。 Mu Jiyuan pense que les problèmes sociétaux de la Chine n'ont pu être résolus par aucun dirigeant. C'est la racine, à savoir le communisme même, qu'il faut extirper. Sans quoi, résoudre le problème est une mission impossible. Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. 2 meurtres à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. 歡迎收睇新唐人。 Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Un patient
patient du département de psychiatrie de l'hôpital Notre-Dame à Montréal aurait étouffé 2 personnes âgées en plus de tenter d'en tuer une autre la semaine dernière. Les victimes, des hommes âgés de 69 ans et 77 ans, étaient également des patients du service de psychiatrie. Ils sont morts respectivement le 16 et le 22 juin. Mais vendredi dernier, les policiers ont été appelés à l'asile psychiatrique du centre hospitalier pour une tentative de meurtre et ils y ont rencontré une femme de 61 ans qui a prétendu qu'on avait essayé de la tuer. C'est en discutant avec le personnel de l'hôpital et à la suite de l'autopsie de patients décédés quelques jours plus tôt que les policiers se sont aperçus que 2 personnes âgées étaient mortes asphyxiées. Le personnel n'y avait vu que du feu et a cru à une mort naturelle dans les 2 cas. Le suspect, un homme de 31 ans, Idelson Guerrier, a été arrêté. Selon la victime, ce jeune père de famille est entré dans sa chambre du 7e étage où il a tenté de la tuer à l'aide d'une arme non révélée. L'homme qui habite Joliette a été accusé de tentative de meurtre le 23 juin et la Cour a demandé qu'il subisse une évaluation psychiatrique. Cependant, aucune accusation concernant les 2 meurtres n'a été déposée jusqu'à maintenant. Il y a environ 60 feux de forêt à l'heure actuelle à Terre-Neuve et Labrador. C'est le résultat d'un printemps chaud et sec. Et même si les résidents du Labrador déplacés par les feux sont maintenant de retour chez eux, ils ont besoin de se préparer à quitter lieu une fois de plus. Les pompiers sont toujours occupés à contrôler le feu près de la municipalité de Northwest River. Ils ont énormément à faire. Les bombes à eau ont beaucoup aidé, mais les feux qui menacent cette région sont immenses. 540 km², c'est plus que toute la ville de St. John's. Tout le monde est alerte, que ce soit nos gens, tout doit être prêt. Les gens, l'équipement ou les gens qui reçoivent cet avis d'alerte. Mais pour les pompiers, il y a plus à affronter à Northwest River. Les éclairs, combinés à la température chaude et sèche, ont entraîné des douzaines de feux. Ici, le feu près de la communauté, sur la côte sud de Charlottetown. On peut y apercevoir la fumée. Mais grâce au vent, elle se déplace. Cela demeure une menace et les hélicoptères, les bombes à eau et les équipes sur le terrain font ce qu'elles peuvent. Les choses vont mal si vous êtes à Charlottetown. C'est là où il y a beaucoup d'arbustes et de ronciers. Ça produit beaucoup de fumée. Mais ça a l'air pire qu'en réalité. Néanmoins, nous prenons le tout sérieusement et nous y sommes tous les jours. C'est la province canadienne qui a été la plus touchée cette année. À présent, il y a eu 127 feux qui ont brûlé 127 000 hectares, dont la plupart se retrouvent au Labrador. C'est 15 fois la ville de Manhattan. Et les feux brûlent toujours. Nous ne pouvons pas contrôler la température. À court terme, ça va. La situation est favorable. À long terme, nous ne savons pas. Nous ne sommes qu'à la fin juin. Les mois les plus chauds sont encore à venir au Labrador. La mauvaise nouvelle est qu'Environnement Canada indique que les températures à venir devraient être plus chaudes et sèches que la normale. L'école d'Edmonton, qui a suspendu un professeur le mois dernier pour avoir donné un 0 à un de ses élèves, a voté afin de revoir sa politique de non-zéro comme marque. La décision fait suite à une vague de soutien pour l'enseignant de la part des parents et des élèves. Les étudiants se ruent sous le soleil après avoir fini leur examen, qui est un moment assez stressant. Ils ont attendu longtemps pour savoir finalement quelles notes ils auront dans leur relevé. Et c'est Lyndon Dorval qui attribue ces notes. C'est inhabituel. Normalement, j'aurais fini mes examens et me préparerai pour l'année prochaine. Mais là, je ne suis même pas admis dans l'école. Et pour cause, Dorval était au conseil d'administration de l'école où les discussions tournaient à propos des notes, sujet qu'il a mis dans l'eau chaude. Le mois dernier, le professeur avait été suspendu pour avoir donné des zéros aux élèves qui n'avaient pas fini leur travail. Cela va à l'encontre de la politique du non-zéro que l'établissement a mise en place. Politique qui prône l'octroi des notes seulement aux travaux remis par les étudiants et qui encourage ces derniers à remettre leurs devoirs, quel que soit le retard. Les gens ont exprimé leur désaccord sur une politique qu'ils jugent trop douce. Des étudiants partagent cet avis. Certains ne font pas leurs devoirs et les notes restent élevées. Zéro aide les jeunes à s'adapter à la réalité. 250 étudiants ont signé une pétition initiée par Jacob Garber, élève en secondaire 11. Ils ne sont pas tenus responsables. Garber veut que la suspension de Dorval soit révoquée et que la politique du non-zéro soit enlevée. Si vous pouvez rendre vos devoirs 1 à 2 semaines plus tard sans pénalité, je ne vois pas ce que les délais peuvent apporter.
Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour une révision de la très controversée politique du non-zéro. Je ne peux imaginer mieux pour terminer une carrière. Cela pourrait arriver pour le professeur de 61 ans. Il a reçu une lettre du directeur le prévenant qu'il pourrait être congédié pour ne pas avoir rendu des devoirs non notés. Il affirme que même si l'école le laisse revenir, il le fera seulement s'il peut attribuer la note qu'il pense que ses étudiants méritent. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Tapis rouge pour Aung San Suu Kyi à Paris. Tapis rouge à Paris pour l'icône de la démocratie birmane et le prix Nobel de la paix. Aung San Suu Kyi, 67 ans, entame l'ultime étape de sa tournée européenne. Jeudi 26, en début d'après-midi, elle est arrivée à la gare du Nord à Paris pour une visite de 3 jours. Jeudi 26, en début d'après-midi, Aung San Suu Kyi est arrivée à la gare du Nord à Paris pour une visite de 3 jours. Ce voyage sera marqué par un entretien avec le président François Hollande ainsi que des rencontres avec des ONG et des étudiants. La dame de Rangoon, toujours souriante, a été accueillie par Pascal Canfin, ministre délégué au développement, et par de nombreux admirateurs. Elle devait dîner dans la soirée avec le chef de l'État français. La France veut renouveler à travers cette visite son soutien à l'opposante, mais aussi dire sa disponibilité et celle de ses entreprises pour participer à la reconstruction d'un pays malmené par des décennies de dictature militaire. Aung San Suu Kyi avait entamé le 13 juin en Suisse une tournée en Europe où elle ne s'était plus rendue depuis 1988. Cette année-là, elle était rentrée dans son pays pour se rendre au chevet de sa mère malade et ne l'avait plus quittée, rapidement placée en résidence surveillée par la junte. Le 16 juin, à Oslo, elle a prononcé son discours d'acceptation du prix Nobel de la paix, 21 ans après avoir reçu la distinction. La lauréate a appelé à la réconciliation nationale, à la libération de tous les prisonniers politiques et réitéré son optimisme prudent dans la transition politique en Birmanie. Aung San Suu Kyi quittera Paris vendredi. La situation économique de la Lettonie se redresse. Elle pourrait servir de modèle pour la Grèce. Écoutons les commentaires du Premier ministre Valdis Dombrovskis. Depuis 84 ans, cette entreprise est un véritable succès. Voilà une histoire que l'on aime entendre. Au milieu de cette crise économique, les politiciens de l'Union européenne rêvent également d'écouter ce genre de nouvelles. Il y a ce débat entre croissance et austérité. La Lettonie est un des pays de l'Union européenne qui a certainement fait beaucoup au niveau de la sévérité et il a désormais la croissance économique la plus rapide de l'Union européenne. En 2009, 15% des employés de cette entreprise ont été licenciés. Ceux qui sont restés se sont vus couper leur salaire ainsi que leurs heures de travail. À présent, elle a plus de 2000 salariés et se porte nettement mieux. Les Grecs peuvent apprendre beaucoup des Lettoniens ainsi que beaucoup d'autres nationalités, mais cela ne veut pas dire que le cas sera identique. Le taux de chômage reste élevé en Lettonie, il est de 16%, mais il circule un mouvement optimiste à cette situation. Période de mousson tragique au Bangladesh. Dans le sud-est du pays, au moins 100 personnes auraient trouvé la mort et des centaines de milliers restent bloquées. Des maisons ont été emportées en raison de crues soudaines et des glissements de terrain. Le pays de faible altitude et très peuplé a été frappé par 5 jours de pluie torrentielle. 108 morts d'après les autorités locales. À la fin des opérations de recherche, c'est le bilan des victimes dû à une série de glissements de terrain et d'inondations dans le sud-est du Bangladesh au cours de ces derniers jours. La télévision locale a montré les villageois qui marchent dans l'eau à la mi-hauteur des genoux, alors que certains ont déplacé leurs bovins sur les toits des bâtiments en matière de sécurité. Les autorités ont commencé à distribuer de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments chez les survivants. Les glissements de terrain provoqués par d'intenses précipitations dues à la mousson ont entraîné de fortes coulées de boue le long des versants montagneux, dévastant des villages entiers.
Les autorités ont par ailleurs indiqué que le trafic aérien à l'aéroport international Shah Amanat de Chittagong avait repris, mais que le rétablissement des communications ferroviaires avec le reste du pays pourrait prendre encore quelques semaines. Les pluies saisonnières de la mousson ces dernières années ont provoqué de meurtriers glissements de terrain à Chittagong. Après la mort de centaines de personnes, le gouvernement cherche à renforcer les lois sur le développement urbain dans les zones à risque. C'est dans l'une des villes les plus peuplées du monde, un architecte a imaginé et transformé son appartement pour en faire un lieu de vie très confortable. Des murs jusqu'aux meubles, tout bouge pour être réarrangé de 24 manières différentes. Un architecte de Hong Kong a transformé son appartement de 32 mètres carrés en un lieu de vie très confortable. Gary Cheng vit dans un vieil immeuble dans l'est de Hong Kong. Il a étudié pendant 1 an la manière dont il pourrait maximiser l'espace de son appartement. Depuis les murs qui bougent et des meubles qui se cachent, il a trouvé 24 manières différentes de réarranger son appartement. La cuisine peut facilement bouger pour faire face à mes besoins. Je peux la faire petite ou grande. Il y a une table de travail ici. C'est également mon mini-bar. J'ai tout le minimum d'une cuisine contenue dans 2 mètres carrés d'espace, y compris un gros lave-vaisselle. Un écran transforme l'appartement en salle de cinéma. Le sofa se plie pour devenir un lit. Gary Cheng a même trouvé de l'espace pour une large baignoire. Il a avoué que vivre dans ce petit appartement pendant 30 ans l'a beaucoup inspiré. Toute ma famille, mes parents, mes 3 jeunes sœurs et moi avons vécu ici. Je n'avais pas ma propre chambre et je dormais dans le salon. C'est cet appartement qui a fait de moi un architecte. Hong Kong est l'une des villes les plus peuplées du monde et l'espace habitable est très important. Le design unique de l'appartement de Gary pourrait bien inspirer d'autres résidents vivant dans des espaces également réduits. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Les autorités chinoises ont arrêté un citoyen taïwanais et l'ont accusé de piratage audiovisuel et d'atteinte à la sécurité nationale. Zhong Dingbang est actuellement sous enquête du département de la sécurité nationale alors qu'il effectuait un séjour de 3 jours au sud de la Chine. Selon les experts en question chinoise, les informations étant strictement contrôlées par le régime totalitaire communiste, le piratage audiovisuel est une action légitime et juste. La Convention des Nations Unies contre la torture a pris effet le 26 juin 1987. La Chine a signé la Convention en 1986 et l'a ratifiée en 1988. Mais la torture n'en est pas moins un lieu commun en Chine et y est extrêmement sévère. Les médias du continent n'ont jamais couvert cette question, alors les victimes insistent pour dénoncer la torture, pointant du doigt la violation de la Convention des Nations Unies contre la torture par le régime chinois. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.